Bienvenue à tous. C'est un ouvrage hors norme dans la littérature togolaise, une œuvre littéraire qui assure une veille de l'actualité éditoriale, théorique et critique sur l'art contemporain. L'auteur s'est assigné une double mission de référencement et d'évaluation permettant à ses lecteurs de mieux appréhender l'art dans son ensemble. Le travail est signé Adama Aïkoué, qui est notre invité sur ce plateau. Monsieur Aïkoué, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est plutôt moi qui vous remercie. Alors, vous êtes auteur de cet ouvrage, Balade culturelle, hommage et critique d'art, Monsieur Aïkoué. En quoi écrire cet ouvrage était important pour vous? Bon, je salue tout le monde. Et je peux dire que au début du projet, il n'y avait pas la finalité, il n'y avait pas un point de chute comme quoi il fallait écrire. J'ai commencé plutôt par rédiger des articles. Et il y a 20 ans de cela. Il y a des moments où moi-même je recherche certains articles, je ne les trouve plus dans les moteurs de recherche. Il y a des amis qui font des recherches et ils disent mais bon, on ne retrouve plus ça. Et puis les spécialistes de ces sites internet vous disent qu'ils ont logé les archives quelque part. Bon, finalement, moi-même je ne me retrouvais pas. Et c'est là où l'idée de publier tout ce que j'ai écrit a germé. Et j'ai couru pour aller voir la maison d'édition Aoudi qui a accepté d'accompagner le projet. Voilà, et c'est ça qui fait que nous avons aujourd'hui ce livre. Cette balade culturelle. Tout à fait. Disons la version livre de poche. Cette version qui est sortie des tablettes, des écrans d'ordinateur et des écrans de téléphone portable. Et nous l'avons de façon physique, de façon tangible. Monsieur Aïkoué, vous passez d'abord par un hommage dans votre ouvrage, une célébration de la créativité et de l'ingéniosité humaine des auteurs diversifiés. J'ai lu Papa Wemba, Soni Laboutansi et Dem Kodjo, pour ne citer que ceux-là. Que vous ont-ils concrètement inspiré? En fait, il faut témoigner en termes de traces de vie, en termes de parcours de vie. C'est ce que j'ai fait. J'aimerais insister particulièrement sur Papa Wemba, parce que Papa Wemba, c'est le symbole de l'art qui continue jusqu'à la dernière seconde. Papa Wemba est mort sur scène, comme Myriam Makeba, comme Césaria Evora. C'est le symbole de l'artiste qui n'a pas de retraite. Il était décédé au FEMUA. Au bout de la nuit. En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, au bout du petit matin. Et je voulais prendre cet exemple-là pour édifier surtout la nouvelle génération, pour édifier le monde des arts et de la culture, pour que tout le monde puisse prendre exemple sur le travail d'un artiste. Le travail jusqu'à la dernière goutte de sueur? Tout à fait. Souvent, c'est ça aussi. C'est ça aussi. Donc, voilà. Puisque la création n'a pas de limite. La création, c'est la chose la plus féconde. Notre cerveau regorge de beaucoup de richesses qu'on essaie de faire sortir à chaque fois. Quand on prend tous les domaines de l'art, tout commence par le cerveau. La créativité, la création n'a pas de limite. On explore toutes les composantes majeures de la création pour que l'homme puisse être au pinacle de cette même création-là. Vous êtes un observateur avisé de l'art dans son ensemble et vous avez été très accroché par le travail de ce grand artiste de vénérée mémoire, Papa Wemba. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment qu'il n'y a pas assez de Papa Wemba sur scène? Bon, je peux dire Papa Wemba, il était exceptionnel. Bon, prions pour que d'autres Papa Wemba naissent. Mais Papa Wemba je ne vais quand même pas parler de lui au passé, il est exceptionnel. C'est un grand monument. Papa Wemba, c'est un pays. Papa Wemba, c'est l'Afrique. Papa Wemba, c'est la musique, dans toutes ses dimensions. Et vous encouragez dans votre ouvrage ces jeunes artistes, comme vous venez de le dire, et les passionnés de la culture à poursuivre leurs rêves, à explorer de nouvelles voies. Quels sont les défis qui se dressent devant eux maintenant? Le premier défi, je peux dire que c'est le défi de la formation. Vous savez, on n'a souvent pas la formation requise. Et on se débrouille en quelque sorte. Alors qu'on ne fait pas de l'à peu près quand il s'agit des arts et de la culture.
Et il y a par exemple des écoles de beaux-arts ailleurs. Et vous allez voir qu'il n'y a pas d'école pour apprendre à écrire. Moi, je félicite beaucoup les écrivains. Vous allez rencontrer un artiste plasticien qui va vous dire j'ai suivi un maître et tout le reste, ou bien j'ai fait les écoles de beaux-arts, mais il n'y a pas une école pour les écrivains. En dehors, par exemple, des résidences d'écriture qu'on compte au bout des doigts. Donc, c'est le talent qui fait finalement que les gens deviennent écrivains. Et bon, ils vont vous dire qu'ils lisent beaucoup, ils lisent les autres. Donc, à part la formation, je peux dire que le deuxième défi, c'est le financement. Il faut vraiment, pour créer, il faut être financé. Il faudrait qu'on quitte les dimensions des arts et de la culture pour arriver à une étape supérieure qu'on appelle aujourd'hui les industries culturelles et créatives. À l'étape des industries créatives, des industries culturelles et créatives, nous culminons au sommet pour rivaliser avec des industries classiques, les industries automobiles, aéronautiques, des industries textiles, etc. Du moment où la culture est également pourvoyeur d'argent et d'emploi, on peut aujourd'hui mettre, je dirais même que la culture, ce que la culture apporte, dépasse même ce que les industries classiques rapportent, si on s'en tient aux vraies statistiques. Et qui doit financer ces industries culturelles et dont vous parlez? Ouais, les industries culturelles et créatives ouais, sont des mastodontes. C'est une grande, un gros morceau. Donc c'est l'État qui doit financer cela. L'État doit mettre le mécanisme en place pour que les industries créatives, culturelles et créatives soient financées à une grande échelle. Monsieur Ayikwe, en parlant d'un auteur comme Soni Laboutansi, vous dites, et là, je vous cite, ce sont des réflexions pertinentes, la personnalité même, l'inventivité dans ses discours oraux et la profondeur de ses opinions qui ont donné raison à ceux qui le proposaient au suffrage de la célébrité. Qu'est-ce qui caractérise les jeunes auteurs d'aujourd'hui ? Je peux dire que les jeunes auteurs ne vont pas trop en pèlerinage. Ils ne lisent pas comme les gens de ma génération, puis les gens de la génération passée. Ils croient inventer la roue. Normalement, celui qui se dit écrivain, celui qui se dit jeune auteur doit avoir lu, beaucoup lu, pour savoir ce qui se passait. Mais bon, vous les côtoyez, ils ne sont pas aussi denses, ils ne sont pas aussi épais comme on l'aurait souhaité malheureusement. Donc il faudrait avoir la trempe d'un grand lecteur pour pouvoir être un grand écrivain. Et c'est ça l'objectif de cet ouvrage, il faut la critique pour aller vers ce renouveau de notre littérature, de nos arts. Oui, il faut un témoignage. Là, c'est des chroniques. Je montre ce qui a été fait il y a 20 ans de cela. De toute façon, ceux dont je parle dans le livre, il y en a qui ont déjà 40 ans au moment où j'ai commencé par écrire. Donc, vous voyez un peu, 40 ans plus 20 ans. Donc, il ne faudrait pas qu'il y ait une table rase de ce qui s'est passé avant. Non, des choses ont existé. Avant ça, moi, je discutais avec Jimmy Hope qui m'a dit, mais finalement, tout ce que lui, il a fait, il réalise qu'il n'y a pas de traces. Jimmy Hope s'est beaucoup investi, il a beaucoup investi dans le domaine de l'art et de la culture, mais aujourd'hui, dites-moi, Gaëtan, qu'est-ce qui est fait, ou bien quelle est la trace de vie, quelle est la trace de parcours de Jimmy Hope. Donc voilà toute la problématique. Il faudrait qu'on laisse une trace. Et cette trace-là, elle est valable comme témoignage pour les générations futures. Bon, un artiste, on dit que ses œuvres ne meurent pas, oui, même si lui-même il n'est pas là. Et vous évoquez la nécessité de valoriser la diversité culturelle comme un trésor de l'humanité. Oui. Monsieur Ayikwe, comment un auteur ou un artiste devrait-il se prendre dans ce contexte de globalisation où les cultures se rencontrent et se mélangent? Je crois qu'il faut éviter le piège du rouleau compresseur. Il faudrait, comme Senghor le dit, aller au rendez-vous du donner, du de se recevoir. Qu'est-ce que nous apportons quand nous allons à ce marché-là? Qu'est-ce que nous amenons avec nous? Donc il faudrait qu'on amène quelque chose.
Sinon, on risque d'être écrasé. Regardez un peu, j'ai souvent l'habitude de parler des États-Unis. Aujourd'hui, Coca-Cola a colonisé le monde. Au point où on parle de Coca-colonisation. Tout le monde porte le jean. Le jean a colonisé le monde. Vous voyez, il faudrait que l'Afrique arrive à s'imposer aussi à travers ses industries culturelles et créatives pour qu'on puisse nous respecter. Il faudrait qu'on arrive à impressionner aussi le visiteur. C'est vraiment important. Nous n'impressionnons pas assez le visiteur. Nous n'impressionnons pas assez le monde. Il faudrait qu'on pèse de tout notre poids. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est le signe, comme le dirait quelqu'un, que nous refusons d'être nous-mêmes? Oui, vous avez bien vu. C'est tellement bien dit. Et on singe. On veut faire comme les autres. On suit les autres. Et c'est ça qui nous est préjudiciable, malheureusement. Il faudrait qu'on occupe le terrain, qu'on se fasse respecter, qu'on mette quelque chose sur la table. Que la table ne soit pas vide. Donc voilà, et en allant à la rencontre de l'autre, que l'autre sache, que l'autre sente que bon, quelque chose est présent, qu'on a quelque chose en face, pas du vide. Vous avez parcouru un peu cette diversité culturelle et artistique dans votre ouvrage. Je me suis intéressé à un autre art dont vous parlez, le théâtre party de Hubert Harouna. Est-ce qu'aujourd'hui vous comprenez pourquoi cet art de la scène semble, c'est notre constat, avoir du plomb dans l'aile? Oui, le souci du public au niveau du théâtre est un casse-tête. Il y a une désaffection des salles de théâtre. Et pourquoi? Parce que les créateurs créent plutôt pour l'extérieur. Ils créent pour faire des tournées, ils créent pour aller à l'extérieur. Ils ne créent pas pour le public local. Donc c'est ce qui fait que quelqu'un comme Hubert Harouna essaye de revisiter le concept party, qui est un fleuron de notre patrimoine théâtral, pour capter les éléments, pour faire revenir le public sur scène. C'est tout l'enjeu. Il faudrait qu'on essaye de jouer, de travailler sur un certain nombre de leviers pour que le public puisse revenir, regarder une représentation théâtrale. Et puis, je ne vais pas occulter un autre aspect. Aujourd'hui, l'humour tue le théâtre. Le one-man show tue le théâtre. Et les gens préfèrent plutôt aller rire. Les gens préfèrent plutôt aller s'amuser en écoutant un spectacle d'humour que d'aller à un spectacle de théâtre. C'est un danger. De plus en plus, l'humour prend de l'espace au détriment du théâtre. Mais les gens oublient que c'est les comédiens qui sont devenus des humoristes. C'est comme une immigration. Et c'est dangereux pour l'art théâtral aujourd'hui. Quand on évoque certains secteurs d'activité, il y a certains observateurs qui disent c'est dans l'ordre normal des choses. Est-ce que c'est dire que certains arts sont appelés à mourir de leur propre mort? L'art ne meurt pas. Je ne peux pas dire qu'il va mourir, mais il va se muer en autre chose. Avant, par exemple, quand on parle des arts de la scène, il y a des arts qu'on n'évoquait pas. Mais aujourd'hui, il y a une certaine diversité. Ça ne va pas mourir à 100%, mais il y aura une transmutation, il y aura un changement, une transformation, une métamorphose. Une métamorphose, mais oui. Quand on prend un secteur ou un autre art comme le conte, et là, c'est vous qui le dites dans votre ouvrage, le conte a toujours servi d'outil pédagogique privilégié aussi bien pour l'éducation des enfants que dans la transmission des valeurs traditionnelles d'une génération à une autre. On se pose la question, quel est l'avenir du conte? Je vous remercie, vous avez donné un très bel exemple. On ne fait plus le conte au clair de lune. Aujourd'hui même, on vous parlera de conte théâtralisé. Donc c'est la preuve que ça évolue. Et peut-être le point de chute demain, vous et moi, nous n'en savons rien. L'art est dynamique, c'est un processus dynamique qui est appelé quand même à évoluer. On ne va pas mettre un art dans du marbre pour le maintenir tel quel. Non, c'est dynamique et voilà.
Adam Aïkoué, une dernière question avant qu'on ne se quitte. Vous êtes auteur de cet ouvrage et vous-même observateur de l'évolution culturelle et artistique en quelques secondes. Alors, comment est-ce que vous plongez votre pays dans ce cosmos culturel? En quelques secondes. Oui, le Togo a une diversité d'art et ça promet. Donc, je peux dire que si ce livre est sorti, c'est dans la dynamique de l'optimisme, pas du pessimisme. Les jours, les semaines, les mois, les années à venir vont placer le Togo au pinacle des arts et de la culture. Merci à vous, Adama Aïkoué, auteur de Ballades culturelles, hommages et critiques d'art. Merci d'être passé sur ce plateau, ouvrage paru aux éditions Audi. Merci aussi à vous qui êtes restés en notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Focus.